Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je remercie particulièrement Guillaume qui a fait la mise en relation et qui est également bénévole chez Data for Good comme moi. J'ai pas prévu de slide me concernant, mais pour vous dresser un petit peu le portrait de pourquoi je suis là ce soir, en dehors du fait de tester le réseau de bus de Lyon qui n'a pas été un franc succès vu que j'étais en retard. Moi, je vais le dire, je suis pas du tout data scientist ni même data analyst. Je suis l'experte en durabilité, en ESG, ce qu'on appelle l'ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Et je travaille actuellement chez Equimetrix, qui, pour le coup, est une boîte de data science qui applique les connaissances et les expertises de mes collègues et les miennes sur des enjeux de durabilité. À côté de ça, j'ai mes engagements associatifs, notamment chez Data for Good et chez GenAI Impact, dont je vous parlerai un peu après. J'ai conçu cette présentation pour vous donner un maximum de matière, y compris presque de connaissances sur ce milieu-là, à savoir le milieu associatif, la manière dont on gère aussi la façon de gouverner, ce qu'on en fait, évidemment la data, parce que c'est ce qui vous intéresse a priori, et aussi en fait vous donner un peu l'image générale de ce qui se passe actuellement dans l'impact et l'IA. Bon, la mission de Data for Good, je vous laisse la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc l'énergie créatrice, j'espère qu'on en a tous, c'est ce qui nous meut dans la vie. L'intérêt général, c'est parce que de toute façon il faut qu'on fasse société, et tant qu'à faire autant s'y investir. Et les communs, c'est aux notions, alors pour ceux dont les études sont peut-être pas loin, ont peut-être été abordées dans un espèce de cours juridique et data, et à un moment il y avait open source, commun, etc. Mais c'est vraiment le cœur de ce que l'on fait chez Data for Good. Ça vous... Le but, il est triple. Enfin, la manière dont on conçoit les choses est triple. On essaie de rassembler le maximum de citoyens experts, dit ça c'est vous, sur des projets d'intérêt général. Et on essaie de, par la diversité des projets avec lesquels on collabore, de se dire qu'est-ce qu'on peut créer collectivement pour, globalement, que le monde aille mieux. On sensibilise le grand public, les acteurs de la société civile et plus généralement, évidemment, notre milieu de la tech, y compris sur ces risques et ces dérives. C'est-à-dire que chez Data for Good, il n'y a pas, ou alors ils changent vite d'avis, de technosolutionnistes. On ne se dit pas que l'IA va sauver le monde. On sait qu'il y a des dérives, on sait qu'il y a des dangers. Et donc, on pratique nos métiers en ayant la conscience la plus élevée possible. Et ça nous amène notamment à se dire, en fait, on n'a pas les outils pour le faire comme il faut, donc créons ces outils-là. Je vous en parle après. Et puis, l'idée, c'est d'arriver, de tirer de ce théorique vers du très concret. Donc, on accompagne des projets qui sont sur le terrain avec des experts métiers. Et ça, je vous le présenterai dans ce qu'on appelle notamment les saisons et les hors-saisons. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de vous dresser un mini panorama de l'actualité sur l'intelligence artificielle frugale. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un référentiel qui est sorti pour lequel Data for Good a été auditionné, a participé aux travaux. Donc c'est les travaux de l'AFNOR, vous savez, c'est toutes les normes de régulation, parfois qu'on considère comme étant contraignantes. Mais voilà, l'AFNOR a sorti un référentiel sur l'IA frugale et c'est 31, c'est ça. Bonnes pratiques et recommandations basées sur une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire de se dire, l'IA, c'est pas juste le moment où je vais faire ma requête, c'est tout le reste, c'est les machines qui s'en servent, c'est l'humain qui exploite le résultat qui a été sorti aussi à la fin, ou la machine, rebelote tout le cycle de vie. Et puis là, c'est le premier appel à action que je peux vous faire ce soir, c'est l'AI Action Summit, donc en partenariat avec Hugging Face et Code Carbone. Data for Good a lancé il y a 3-4 jours, quelque chose comme ça, le Frugal AI Challenge. Donc c'est assez sexy comme programme quand même. Vous avez la possibilité de rejoindre des équipes ou de créer des équipes pour un hackathon qui va durer jusqu'à ce sommet qui est animé par l'Élysée cette année. En gros, l'Élysée va accueillir pas mal de représentations de différents États partout dans le monde et a demandé à la société civile, notamment à Data for Good, Hugging Face et Code Carbone,
de créer un challenge. Et ce challenge, il repose sur trois défis qui sont, vous les connaissez directement, pas aussi basés sur les possibilités offertes par l'IA, à savoir de l'audio, de l'image et du texte. Et je vous laisserai découvrir les associations qui portent ces 3 projets. Mais en l'occurrence, Quota Climat, pour le défi texte et pas ironir, sont déjà des assos avec lesquels on a collaboré. Bon, voilà, donc déjà, si vous voulez concrètement entrer en action, vous pouvez participer au challenge et puis idéalement le gagner. Comme ça, indirectement, j'aurais un peu gagné le truc. Data for Good, c'est beaucoup de gens. C'est 6000 bénévoles, un peu plus d'ailleurs, 6004 bientôt, doublement, sur Slack. Donc évidemment, toute cette communauté n'est pas active en permanence, mais on a un bon vivier à mobiliser et on a un taux de mobilisation qui est assez important au cours des saisons. Sur LinkedIn, aussi, donc directement. Allez, je vais le dire ici, le fait de liker les posts, le fait de les partager, le fait de rejoindre les communautés, ne serait-ce que comme ça, si vous vous dites, moi, j'ai pas le temps encore de m'investir dans un projet, mais en revanche, je veux soutenir et je veux montrer que je suis part de ce mouvement-là vers un monde meilleur ou au moins un monde moins pire, vous pouvez apporter votre soutien en faisant quelques simples clics, ce qui est quand même pas mal. Et ça, c'est un des pouvoirs de ce soir, même si je suis sûre que vous en avez plein avec vos ordis. Pour info, on va quitter X le 20 janvier dans le mouvement global Hello X. Ce qui vous montre un peu, voilà, ouais. C'est un peu courageux, on a du monde dessus, comme la plupart des gens qui veulent le quitter. Et voilà, c'est un engagement et une cohérence aussi avec la manière dont on perçoit la tech. Elon ne sera pas invité demain, typiquement. Remarque. Non, peut-être pas non plus. Oui, c'est une question effectivement pour Insta. C'est une vraie question, effectivement, sur les billets. Ouais, n'a pas été traité encore. Mais bonne question. Data for Good, c'est aussi une organisation en réseau. C'est pour ça que je suis là ce soir. Moi, en fait, je viens de Toulon, donc j'appartiens à l'antenne de Provence, donc, qui est basée à Marseille. Et je passe aussi l'appel directement. Lyon était animé et co-animé par une petite équipe dont la vie. L'un d'eux est devenu papa, donc il dort plus, donc il y a moins de temps. Donc on cherche quelqu'un pour faire avec Guillaume qui va continuer à faire le lien avec Lyon Data Science l'animation. Et globalement, ça peut aussi être, si vous connaissez des assos locales qui ont envie de porter des projets et qui pourraient être des assos qui vont collaborer avec Data for Good, vous pouvez tout à fait prendre le lead et amener ces projets-là. Voilà, donc vous voyez, il y a des antennes un peu partout. Si vous déménagez, vous aurez toujours la possibilité d'aller prendre une tisane, une crêpe ou un apéro, si c'est votre manière de voir des gens. Sur ce qui s'est passé ces dernières années chez Data for Good, donc là, il y a beaucoup de logos, mais on a fait beaucoup de projets. Il y a plus de 100 projets avec lesquels on a collaboré. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'asso a été créé en 2015, donc on va avoir 10 ans cette année. Et le gros de ce pourquoi on est connu, c'est les saisons. Les saisons, la prochaine commencera le 25 janvier. Et ce soir, je vais vous présenter en avant-première les projets qui ont été retenus pour cette saison 13. Donc actuellement, il y en a 12 qui ont été menés. Donc 6000 bénévoles, ça je vous en ai parlé. La saison, elle se déroule du mois de janvier, elle sera lancée là, le 25 janvier, donc au début février, pendant 3 mois. Et c'est 3 mois, en fait, où il va y avoir un appel, il va y avoir une description des projets qui sont sélectionnés dans cette saison. Et chacun va pouvoir aller apporter son expertise. Des équipes vont se constituer, vont être animées pendant 3 mois. Vous pouvez aussi vous dire, moi, je suis là pour 1 mois parce qu'après, j'ai mes examens ou j'ai un nouveau taf, peu importe. Donc, ne vous dites pas, ça prend 3 mois et je dois absolument y être pour 3 mois. Dites-vous juste, c'est une belle aventure humaine, vous faites avancer une cause et un sujet qui vous intéresse, puisqu'évidemment, vous choisissez sur quoi vous allez vous pencher. Et puis, il y a les hors-saisons, ça c'est tout le reste de l'année.
Donc, c'est les projets qui n'avaient pas soit qui étaient trop petits pour les saisons, soit qui nécessitent au contraire plus de temps que 3 mois. Et ça, on les étale tout au long de l'année. Et c'est aussi là que les antennes sont mises en avant avec la possibilité de porter des projets en local avec des ressources qui viennent aussi d'ailleurs. Donc si pendant l'année vous avez bossé avec l'antenne Lyon en vous disant on a envie de faire décoller tel projet, vous pouvez les solliciter la partie hors saison. Et également, de manière transversale, si vous n'êtes pas spécialement intéressé pour rejoindre un projet en particulier, mais que vous avez des compétences que vous souhaitez mettre au profit, un peu comme des pompiers ou une hotline, il y a le pôle tech. Donc il y a des dizaines et des dizaines de pôle tech requests qui ont été traités depuis plusieurs années. Mais en gros, le pôle tech, c'est une expertise. Vous dites, moi je suis expert ça. Si jamais dans les associations, à un moment donné, dans notre collaboration, quelqu'un rencontre cette difficulté-là, je peux potentiellement aider, ou en tout cas donner mon avis et filer un coup de main. Voilà. Au niveau de l'organisation, il y a le pôle tech, mais il y a plein d'autres pôles. On est aussi hyper engagé sur les questions de diversité et d'inclusion. Donc on a une charte en la matière. On a aussi une charte sur la manière dont on accepte ou non des financements. Parce que depuis cette année, Data for Good a un salarié en 2024 et la deuxième qui arrive en 2025, à savoir Ronan, qui a été dans un premier temps bénévole Data for Good et qui maintenant est le premier salarié de l'association, qui gère cette animation aussi et la programmation de toutes les saisons. Et puis Yanni, que vous connaissez aussi peut-être sur les réseaux, qui travaillait avant chez Carbone 4. Et voilà, deux personnes hyper engagées, vous verrez leur tête juste après. Pour ce qui est des projets emblématiques que Data for Good a menés, alors je les ai mis là, mais on apporte autant d'importance aux projets qui n'ont pas buzzé, mais qui ont un réel impact, qu'aux projets qui ont apporté du buzz. Nécessairement, ça apporte de la visibilité et ça met en avant l'ensemble des actions. Et on est très fiers de tout cette call-là et notre collaboration avec eux. Donc, je ne sais pas si vous en connaissez certains. Peut-être que l'atelier d'automne, ça vous parle. C'est un peu comme la fresque du climat. Ça a été mis en avant par en l'occurrence, les gouvernements, puisque ça a été recommandé pour former les fonctionnaires. Vous avez, pas y revenir, j'en parlerai après tout en bas avec le feu. Bloom, qui est une association menée par Claire Nouvian et qui est engagée pour la lutte contre la surpêche, notamment, et l'exploitation des ressources maritimes. Et vous voyez aussi en photo, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà jeté toute leur poêle Tefal, mais ce que vous voyez là contaminé, c'est le reportage de Camille Etienne qui est sorti il y a quelques mois sur les PFAS. Donc ça, en fait, il y avait une grande quantité de données à traiter et ils avaient besoin à un moment de pouvoir rapidement sortir les éléments clés de ces bases de données qui étaient évidemment non structurées, etc. Parce que tant qu'à faire, les industriels préfèrent qu'on n'ait pas l'info accessible facilement. Donc certains bénévoles sont venus assister et contribuer. Vous avez peut-être entendu parler également du projet Carbone Bronze qui est au-dessus, qui est une cartographie des plus grands projets écocides qu'on a pu tracer et cartographier. Les Carbone Bronze, ça a fait littéralement un effet bombe, puisque c'est sorti dans le débat public. Et le point, c'était de se dire, on essaie tous de faire une politique parfois de petits pas. Là, il y a tant de projets qui sont écocides et qui, par eux-mêmes, par leur existence même, viennent remettre en question toute la mise en transition de la société et même du monde. En gros, de respecter l'accord de Paris. Et rien qu'avec eux, on se tire une énorme balle dans le pied. Donc, l'idée, c'était de pointer le doigt sur eux. Et il y a eu, du coup, une commission d'enquête pour laquelle Data for Good, via la personne de Lou, la coprésidente, a été auditionnée au Sénat. Donc, voilà, concrètement, il y a des retombées très opérationnelles de ce sur quoi on est engagé. Et vous avez, je pense qu'il vous intéressera aussi, le livre blanc sur l'impact de l'IA générative, qui a été en fait un des premiers comptes rendus des travaux existants en la matière et qui a été énormément lu.
Je vous ai mis des ressources, de toute façon, vous aurez tout le PowerPoint. Parmi ces ressources, il y a des podcasts avec, donc je vous présente les visages, c'est bon, vous les connaissez pas, de Lou et Théo qui sont les coprésidents, et de Wonan, du coup, qui est le chef de projet Data for Good. Je fais un petit tour sur les projets de l'an dernier pour vous montrer quelles sont les technologies qu'on a pu mobiliser et comment ça se passait. Donc la saison 12, alors les petits bonhommes, on les appelle les Marty. Ce qui fait qu'on a aussi des conférences avec, qui s'appellent Anson Marty, le petit oiseau, bonhomme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc là, il plonge parce que la saison 12 était pas mal concentrée sur les océans. Et on avait quand même 3 thématiques, donc le social et la santé. Je vais essayer de vous prendre des exemples dans chacun des thèmes pour vous montrer la diversité de la nature et des thèmes qui sont traités aussi pendant les saisons. Donc j'en prends un au côté social et santé. Donc le I, c'est un outil sur le tracking des sociétés pour lutter contre l'évasion fiscale des sociétés. Donc pas des particuliers, pas nos ministres et autres, mais vraiment les sociétés. C'est-à-dire essayer de comprendre où sont basés leurs capitaux et de sorte pas quels pays ils sont imposables pour pouvoir dire si oui ou non ils se sont acquittés de leur contribution à l'intérêt général. Donc ça, c'est un projet donc, qui a été co-animé avec un laboratoire de recherche et qui a abouti à un site où vous pouvez aller faire des recherches concrètement. Donc je mets les technologies qui ont été mobilisées pour ça. Évidemment, il a fallu collecter, extraire et ensuite créer toute la data visualisation, toutes les interfaces. Donc ça, on arrive généralement sur ce projet, je ne sais pas exactement quel était le degré de maturité, mais parfois c'est simplement une idée de se dire il faut qu'on suive les mouvements des multinationales et autres. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, cerveau en ébullition, on se regroupe, on réfléchit, les porteurs de projets animent ça, et ça aboutit du coup à ce que vous avez vu ici, un site complet où on continue après la saison à entretenir évidemment les systèmes. Vous avez dans le côté social un autre projet qui était hyper touchy parce que il s'agissait de pouvoir localiser pour mieux adresser les difficultés des personnes en situation notamment illégale et dans la rue à Paris. Ce qui vous imaginez bien en termes de données est extrêmement problématique parce qu'on ne veut pas non plus que n'importe qui tombe sur ces données-là. Et je ne donne pas d'idée aux esprits malveillants, mais voilà, savoir où est située une personne en vulnérabilité, c'est problématique. Et en même temps, c'est hyper puissant pour l'association qui va venir lui apporter de l'aide. Donc on l'a mené, donc Utopia 56, et ça a permis en fait aux maraudes d'être gérées de manière beaucoup plus efficace et donc de pouvoir aider beaucoup plus de personnes en situation difficile ou en situation de détresse. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bloom. Petit fun fact, les navires ont des traceurs. Les navires de pêche ont des traceurs. Sauf qu'ils ont la capacité de pouvoir les éteindre. Ce qui fait que lorsqu'ils sont en légalité, ils le laissent allumer. Et lorsqu'ils ne le sont plus, a priori, c'est quand même surprenant qu'il y ait autant de pannes sur ces traceurs. Peut-être que quelques-uns se penchent dessus. Eh bien, on s'est dit, il y a la possibilité d'extrapoler, de réfléchir à quelle serait leur route. Est-ce qu'ils entrent dans des zones de pêche qui sont illégales? Et où est-ce qu'ils vont aller chercher des ressources maritimes qui ne devraient pas être exploitées? Donc ça a été le travail de Trollwatch l'année dernière, avec une équipe de plus de 18 personnes. Je vous laisse apprécier si le nombre de commits était impressionnant ou non. Mais en tout cas, un nombre de navires suivis impressionnant qui permet désormais en fait de pointer du doigt encore une fois ceux qui fraudent. On descend dans le sud à Marseille pour le coup. Donc là, l'association Zéro Déchet Sauvage. C'est vrai, je suis en train de me dire, je devais vous parler des technologies à chaque fois. Bref, typiquement sur Zéro Déchet Sauvage, on avait du Streamlit. L'objectif de l'association là, c'est la reconnaissance de
des zones où les déchets se retrouvent, de sorte à pouvoir aussi comprendre comment les déchets naviguent pour pouvoir mieux adresser cette difficulté-là et les traiter. Donc, pour ça, visuellement, il fallait nécessairement qualifier ce qui est un déchet et ce qui n'en est pas. Typiquement, idéalement, les algues qui ne sont pas problématiques, ne pas les considérer comme des déchets. Ensuite, faire en sorte que ce tracé des zones polluées soit visualisable et exploitable, voire éduquer, sensibiliser et aussi agir sur le terrain, sur la collecte notamment de ces déchets. Et la plateforme désormais est utilisée par les institutions publiques. Voilà. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'avec Data for Good Provence, du coup l'antenne qui est dans les locaux sont à Marseille, on avait dans un premier temps fait un hackathon avec cet asso. Donc, vous voyez, il y a plein de formes qui peuvent être inventées. Donc si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à les apporter sur le groupe. Je vous parle évidemment d'un projet phare qui a beaucoup fait parler dans le monde de la data science et plus généralement aussi dans le monde de l'impact et de l'environnement, qui est Pioneer. Pioneer, c'est une solution de détection de feux de forêt. Donc là, on est sur de la computer vision. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un moyen de détecter de manière très précoce les feux et donc d'intervenir et d'avoir des dégâts beaucoup moins importants, des dégâts aussi humains, enfin en tout cas des risques sur les populations qui interviennent réduits. Petite pause hydratation. J'attaque la deuxième partie de la présentation. Et n'hésitez pas à la fin, alors je ne serai pas forcément la meilleure personne pour vous répondre sur toutes les technologies qui sont utilisées et les spécialités et les choix tech qui ont été faits. Mais je dois pouvoir illustrer quelques-uns, donc n'hésitez pas, vu que j'ai oublié de le faire au fur et à mesure. Donc, ce qui me tenait à cœur aussi ce soir, c'est de vous présenter le projet de saison 12 GenAI Impact, qui est lui-même devenu une association à part entière. Donc, GenAI Impact, notre objectif, c'est de calculer, sensibiliser et diffuser les informations et fournir des outils pour comprendre l'impact de l'IA générative sur l'environnement, principalement l'environnement, à date. Vous avez peut-être entendu parler de l'outil EcoloGits, qui est un outil développé par les bénévoles de l'asso. Donc pareil, n'hésitez pas à venir nous suivre, ça fait du soutien. Et je le redis d'ailleurs parce que on n'y pense pas forcément. Vous savez, vous avez peut-être sur vos réseaux, notamment sur les réseaux de marques, des marques qui vous demandent de les suivre pour les soutenir et de les faire remonter avec les algos, etc. Enfin, avec vos likes et vos commentaires ou vos enregistrements, pour ne citer qu'un réseau social. En l'occurrence, les assos, il faut savoir que la manière dont on peut choper des financements, c'est aussi en montrant qu'on a une communauté et qu'on est suivi et que les outils qu'on va développer et les outils qui vont servir à sensibiliser plus de public, là, ça rentre en fait dans le calcul de est-ce qu'on aura des subventions publiques ou non. Donc c'est important, ça coûte pas grand-chose, vous ne serez pas spammé énormément. Vous verrez souvent chez Data for Good les têtes que je vous ai montrées tout à l'heure, mais généralement ils publient des choses vraiment cool, donc a priori ça vous spammera pas trop. Donc j'ai mis en même temps que je parlais ce qu'on a constaté avec le livre blanc sur l'IA, c'est que la plupart des grands acteurs et des grands providers avaient basé leurs calculs, parce que finalement c'est des grandes entreprises, donc elles ont toutes des obligations réglementaires, et elles essaient toutes de se dire, on va essayer de réduire notre impact, on est bon pour la société, on traite bien les personnes qui travaillent chez nous, etc. Bref, ce qu'on appelle la RSE en France. Or, quand ils fournissaient des chiffres, on s'est rendu compte que c'était principalement sur l'entraînement des modèles, et pas sur leur usage. Les termes d'inférence, vous le connaissez bien, mais basiquement, si on devait l'expliquer à un citoyen lambda, c'est en gros, on travaille le truc chez soi en interne, et quand il est mis sur le marché, c'est là que le produit a le plus d'impact. Négatif en l'occurrence. Même si vous êtes à rédiger des posts où il évite le syndrome de la page blanche, il a
un impact énorme en consommation d'eau. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en un mois d'utilisation de ChatGPT, si on prend la consommation, alors, ça n'a pas été updaté ça pour le coup, mais c'était l'année dernière, enfin en cours d'année dernière, donc les usages se sont multipliés vu que ChatGPT a changé en plus les modèles et ça s'est démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde maintenant l'utilise quasi quotidiennement. Et bien ça, c'est pour ceux qui prenaient pas l'avion pour leur empreinte carbone, bah c'est quasi plus nocif que prendre l'avion. Donc c'est vraiment interroger nos pratiques au quotidien, se dire quand est-ce que j'ai besoin d'utiliser ChatGPT et quand est-ce que j'ai ou autre. Je suis pas obligée de citer 5 marques ou 3, mais il y en a d'autres évidemment. Quand est-ce que je peux faire une simple recherche sur un navigateur classique, un navigateur qui plante des arbres ou un navigateur qui n'en plante pas. Et puis se poser la question aussi, ok, j'ai besoin de l'utiliser, mais du coup, laquelle je vais utiliser? Et c'est là qu'on a créé cet outil, de se dire comment on va comparer les IA sur le marché à date entre elles. Donc pour ça, vous avez plusieurs chercheurs et professionnels du monde de l'IA qui ont établi des méthodologies qu'on continue à développer. Donc si vous êtes à fond sur la partie recherche, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour ça. Donc des méthodologies et des outils applicatifs, notamment EcoloGuides, qui est une librairie open source. Je vous ferai un petit appel après, mais là on est bon sur Python. Il y a évidemment d'autres modèles à ajouter, etc. Mais il nous faut du monde en JavaScript. Et puis un calculateur pour le grand public. C'est toujours ces deux pendants. Il y a le monde de la tech qu'on sensibilise et auquel on fournit des outils. Et à côté, les citoyens lambda qui en fait ont un usage de la tech. Parce que littéralement, si nous tous on bosse là où on bosse, c'est pour qu'à la fin le citoyen consomme et vit sa vie de citoyen dans un pays ultra développé comme le nôtre. Donc, pour ça, on a utilisé principalement de l'open data, puisque comme je vous disais tout à l'heure, les grands ne sont pas transparents sur la nature de leur modèle et la manière dont ils sont construits, leur largeur, etc. Et puis, je vous laisse apprécier, parce que pour le coup, moi, je peux le dire, mais j'y comprends même pas grand-chose. Si, la latence, ça va, je maîtrise à l'OK, mais forcément, le nombre de paramètres du modèle et les méthodes de quantisation. Une bonne, me semble, régression linéaire, si j'ai pas oublié mes cours de prépa. Et puis, ça a donné ça. Du coup, une librairie qu'on peut installer, dans, évidemment, open source, puisqu'on est toujours dans l'objectif de créer des communs numériques. Et la possibilité, du coup, quand vous êtes dev ou data scientist qui bosse dans une entreprise, de se dire, le produit qu'on est en train de développer, il est peut-être en train d'aider telle ou telle population ou de résoudre tel problème d'un point de vue économique avec des KPI, etc. Vous pouvez rajouter une KPI environnementale, de vous dire quelle est la consommation de mon projet. Donc comme je vous disais, chez Gen AI Impact, on a besoin de reprendre la version JavaScript. Donc s'il y a des fanas, on est très preneurs. Et globalement, on a aussi besoin de professionnels sur les rails pour ajouter des modèles dans l'outil. Je vous laisse prendre connaissance de ça, mais à terme, l'idée c'est aussi d'augmenter la sensibilisation, de créer une vraie solution de monitoring avec une dashboardisation. Donc, idem, si vous êtes fan de dashboard, de data viz, etc., vous serez les bienvenus. C'est aussi, je suis secrétaire générale de Gen AI Impact, donc forcément je vous en parle avec passion et pour le faire vivre. Maintenant, c'est aussi pourquoi je choisis ce projet, c'est parce que c'est pour vous montrer ce que peut devenir un projet qui est passé avec Data for Good et ce que ça peut engendrer concrètement des participations à des conférences, un grand public qui est de plus en plus sensibilisé à ces enjeux-là, des auditions dans des commissions nationales et régionales. Donc voilà, ça a un vrai impact sur le terrain de comprendre et de créer ça. Et c'est assez puissant quand même. Et moi, je trouve ça assez réjouissant. En janvier, fortiori, ça donne un peu de peps. Comme je vous l'ai promis, je vous fais une preview de la saison 13. Donc là, vous êtes vraiment les toutes premières personnes en France à savoir quels ont été les projets qui ont été sélectionnés pour la saison 13 qui sera lancée le 25 janvier. Donc à partir du 25 janvier, vous pourrez rejoindre les différents projets. Donc voilà
la répartition et les besoins qu'il y a. Donc, on va avoir la création de chatbots, un gros besoin de cartographie. On a de plus en plus de besoins UX aussi. Donc, si vous n'avez pas ces compétences-là, vous, mais que des amis l'ont, et qui se disent, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'engager, n'hésitez pas à les ramener. Et pour bosser souvent avec des designers, moi, je les trouve très cool et très, très bons. Donc, il n'y a pas que la data science pure dans la vie. Je l'ai dit. Je suis désolée, ça enregistre Ricos. Et donc, cette année, le thème, c'est construire ensemble. D'où les petits martis en mode de construction. Et il y a 3 thèmes. Évidemment, l'écologie, à nouveau le social, et un 3e thème qui est la démocratie. Au début de l'assaut, on avait beaucoup de travaux sur comprendre comment émerger les fake news. Aujourd'hui, on a basculé sur comment faire démocratie, comment participer au débat public, comment créer en fait aussi de la valeur sur les projets qui sont les nôtres et encore une fois, comment faire société et mettre nos compétences, notre expertise et notre collectif au service d'un collectif plus grand. Donc cette année, la partie démocratie s'illustre particulièrement et je vous invite à aller voir ce que sont ces différentes, ce que font actuellement ces différentes associations, sachant que les assos généralement vont avoir besoin soit de décupler leur impact, soit d'un coup de main parce qu'ils sont coincés d'un point de vue tech ou n'ont pas du tout abordé cette mission-là. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui ont une expertise métier. Et en fait, on vient compléter avec l'expertise métier des personnes qui sont bénévoles chez Data for Good. Donc, il y a vraiment tout un pan de degré de maturité. Et tout le monde peut rejoindre les projets, même des gens qui ne font pas de data science. Et qui peuvent être utiles et fournir des bonnes idées. Donc là, on a un projet de lutte contre la cyberviolence. Donc ça vise des catégories de population spécifiques, mais bon, la cyberviolence, le harcèlement, etc., ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Compète écologie, alors en l'occurrence là, on a besoin à nouveau de compétences en RAG et l'objectif, c'est une utilisation dans la fonction publique. On a besoin d'une interface qui soit très professionnelle, je vais dire chiadée, mais professionnelle. Et il y aura tout un enjeu aussi de communication en interne. Donc il y a plein de moments où on crée des outils, en fait, ou alors d'autres outils sont développés en cours de saison parce qu'ils viennent faciliter le fonctionnement des assos. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, des envies. Wow. Pour le défi que tu vas parler comme ça, vas-y. Une question sur l'assaut. La part de la part. D'abord que ouais, que ce soit ça badage, le stand pour la. Qu'est-ce que ça demande comme flotti, comme temps, 800 Très bonne question. Ça dépend. Ça dépend plus du temps dont tu disposes, toi, en réalité, que des besoins. Parce que l'avantage d'avoir une communauté aussi grosse aussi, c'est de se dire, moi, j'ai que 2 heures dispo, ou j'ai, pendant un mois, j'ai 5 heures dispo par semaine, une demi-journée au final, ou 2 soirées, selon l'heure à laquelle vous vous couchez, mais ça, on ne juge pas. Surtout dans le milieu de la tech, et vraiment, il ne faut pas juger l'heure du coucher, j'ai l'impression. Donc, c'est très dépendant. La spécialité, pareil, il y a la communauté a monté en seniorité, notamment parce que il y a des personnes qui étaient engagées depuis plusieurs années et qui sont toujours là. Aussi parce que il y a plein d'acteurs qui étaient dans le secteur de la tech, enfin plein de citoyens qui étaient dans le secteur de la tech et qui n'avaient pas, au moment où ils ont commencé à exercer, ces enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux, ou en tout cas pas le fait d'appliquer la tech à ça, et qui maintenant sont à des moments de leur vie où ils disent ce n'est plus possible d'exercer comme je le faisais. Si je ne peux pas changer dans mon taf, qu'est-ce que je peux faire pour m'engager sociétalement à côté? Il y a des sorties d'école, il y a des personnes qui sont encore étudiantes, il y a des personnes qui sont en reconversion aussi, pas mal, donc qui ont eu plutôt un parcours côté expert métier, d'enjeux sociaux, environnementaux, ou pas d'ailleurs.
mais qui ont juste shifté personnellement et qui se disent je m'ennuyais dans mon taf, je veux faire du dev mais j'aimerais le faire le mieux possible, le moins mal possible, et qui viennent. Voilà, c'est aussi un moyen d'être sur des projets un peu divers auxquels on n'a pas forcément accès dans notre environnement direct, des mises en contact, des échanges. Et on apprend beaucoup. Donc, ça dépend. Ouais, c'est cool. Si, pour compléter la question, si on le rejoint 46, il faut aller sur Slack et on va Ouais. s'en écoller. Oui, je pense peut-être on pourra partager aux gens qui étaient inscrits le deck déjà, et puis via le Meetup. Et effectivement, vous avez un lien, John. En fait, si vous allez sur le site de Data for Good, il y a un lien Join le Slack, et là vous serez accueillis par un bot, mais aussi par la communauté. Je veillerai à ce qu'on vous fasse des coucous. Mais voilà, c'est Slack dans un premier temps. Et puis suivre sur les réseaux parce que vous aurez tous les éléments pour la prochaine saison, la saison 13. J'ai des questions par rapport au projet. J'ai vu ici différentes organismes pour les updates. Ils ont des besoins et typiquement, c'est vous qui avez les projets et eux portés pour que les organismes puissent les utiliser. Pour leur faire dans cette petite question, et la journée, c'est comment c'est organisé en termes de travail Par rapport au code, etc. Si ces hommes ne sont pas Data for Vous, est-ce que c'est eux qui fournissent toute l'infrastructure, tous les projets, etc. et tout le monde traite ici, ou c'est nous qui gérons ces projets et vous les déployez sur ce serveur? Je reste pour moi. Ok. Donc, je vais répondre à la deuxième dans un premier temps. Ça dépend, vraiment. Ça dépend du degré de maturité tech des associations avec lesquelles on collabore. Il y a 2 cas de figure. S'il y a déjà des infrastructures existantes, on se base dessus parce que le but, c'est aussi de faire progresser le projet, pas forcément de faire un audit et de remettre à plat. Enfin, s'il y a besoin pour le projet, oui. Mais en fait, cette création, s'il n'y a rien, de toute façon, les saisons sont hébergées par Data for Good d'un point de vue tech. Donc, les espaces de travail vont être cofinancés et co-animés par l'asso. Et en termes de technologie utilisée, la communauté est quand même très Python, ce qui est assez logique vu l'historique de l'histoire de l'asso. Mais vraiment, encore une fois, si vous avez des gens, des amis, ou si même vous dites je suis bon là-dedans, je suis un peu moins bon là, je veux tester, et en même temps me dire plutôt que faire un cas fictif, autant que ce soit au service de quelque chose, n'hésitez pas. Et donc ta première question, c'était sur comment les projets émergent. Je vais arrêter, ça dépend. Il y a des projets qui postulent. En gros, il y a un appel à projet qui est lancé dans le mois à partir de novembre généralement. Et puis on a au backlog évidemment tous les projets précédents qui n'étaient soit pas encore qualifiés ou alors qui ont des nouveaux aspects à proposer en fait à la communauté. Et il y a des projets qui sont nés dans Data for Good. Typiquement, Gen AI Impact, ça vient du livre blanc, des réflexions, des manques d'outillage basés sur les résultats de ces études-là et de leur résumé en un livre blanc. Et à partir de là, après la saison, c'est créé l'asso. Quelques mois après. Donc, qui veut faire le bien maintenant? Qui pense pouvoir mettre ses compétences au service de... Je fais pas de photos ni rien, donc ça ne vous oblige à rien, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous apporter... Tant bien. Vous avez d'autres questions? À un moment donné, vous avez dit que chez Data for Good ne fait pas de techno-solutions. Qu'est-ce que vous en dites par ça? Et que vous avez des exemples illustrés? L'idée, c'est si on prend l'exemple de l'IA, tout simplement. L'IA est une solution, tout dépend à quoi on l'emploie, en fait. C'est une partie de solution. Mais le technosolutionnisme, sociétalement, c'est l'idée de dire il n'y a rien à changer parce que le progrès technologique va suffire
à enrayer les problèmes que l'on observe aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nous on s'oppose parce que en réalité, au fond du fond, il y a quand même une remise en question concrète de la société telle qu'elle est aujourd'hui et des usages déjà existants. Donc quand on sait qu'avec l'IA, tout va être amplifié, enfin avec l'IA, je schématise évidemment, et vulgarise, mais c'est cette idée de faire toujours plus de reprendre les mêmes systèmes de fonctionnement et de les faire grossir. Ça veut dire, pour certains projets, est-ce que vous avez eu un impact aussi sur l'organisation des process, des normes qui ont évolué par organisationnel? Tu veux dire dans les projets ou au niveau des retombées des projets? Typiquement, tu vois, quand le Sénat s'intéresse à qu'est-ce que c'est un projet climaticide, parce que des gens se sont réunis et se sont dit on a des données suffisamment ou pas suffisamment prêtes mais exploitables pour le souligner et montrer que c'est une catastrophe environnementale. Ça a un impact très concret. Quelles seront les décisions politiques qui émergeront de ça? Là, après, on n'a plus vraiment la main. Il n'y a pas de projet il n'y a pas de projet politique chez Data for Good. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'assaut, on n'a pas un parti politique, par exemple. Donc, on pourra pas finaliser cette mesure d'impact-là. Mais ça, c'est un premier exemple. En fait, le gros du sujet, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, elle est existante, mais elle n'est pas exploitée. Donc, elle n'est pas interrogée. De la même manière que le citoyen va utiliser l'IA. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes retours. Moi, je vois que quelqu'un me dit « Ah, c'est trop cool, tu bosses dans ça. J'ai essayé Mistral ou j'ai essayé... » Et je leur dis « Ouais, c'est super. Et tu l'as fait pourquoi ? » Pour faire ma liste de courses ou des trucs comme ça. Je dis « En fait, ok, c'est cool, tu l'as essayé. Il ne faut pas t'en priver toi parce que c'est peut-être pas le citoyen lambda qui aura non plus le plus gros impact, quoique, à force de multiplier les usages. Mais en fait, est-ce que tu sais que tu as consommé tant d'eau, que tu aurais pu le faire différemment et qu'en fait, ouais, ça interroge quoi. Je dirais ça. Yes. Est-ce que c'est de partie de vos actions d'aller voir un fait de porter sur le débat public au niveau des entreprises pour remettre en question leur impact carbone dans du stressing? Alors, sur l'impact carbone, tu veux dire vraiment de l'IA, en cours? Ah oui, pour Generate Impact. Oui, ouais, tout à fait. Déjà, l'idée, c'est que via la sensibilisation, tu amènes un sujet sur la scène publique, enfin, dans le débat public. Et de fait, si les citoyens sont alertés de ces situations-là, y compris les citoyens qui ont un pouvoir économique, donc au niveau des entreprises, les grands providers seront amenés à plus de transparence. Nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, mais mine de rien, en fournissant les outils de les montrer du doigt, ça incite à ce qu'il au moins soit transparent sur la nature des modèles et quels sont les serveurs qui s'utilisent, etc., etc. Donc oui. Après, on fait de la sensibilisation, de la communication, typiquement autour du sommet de l'IA animé par l'Élysée. Ça interroge. Un sommet animé par l'Élysée sur l'IA avec des représentants du monde entier. Est-ce que c'est pas le bon moment de se dire aussi, ok, on peut avoir des avancées scientifiques majeures, pas juste de réduire, d'avoir une accuracy de 0,3% supplémentaire, pas de ces avancées scientifiques-là, mais de se dire, en fait, avec de l'IA, on arrive à reproduire des protéines de manière beaucoup plus efficace et donc d'avoir des solutions scientifiques de santé pour améliorer la santé publique. Ça, ce sont des exemples d'usages concrets pour lesquels finalement il y a un calcul d'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette technologie-là. Et le sommet, il ne faut pas que ce soit à nouveau l'IA à tout va, même s'il faut clairement qu'on s'interroge aussi sur notre souveraineté nationale et européenne, sur quel usage on en fait et à qui ça appartient et où vont les données aussi. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Est-ce qu'on porte dans le débat public? Là, typiquement, nous, on va faire des events autour. Bon, on est aussi un peu dans le sommet, mais on en fait aussi autour pour dire attention, en fait. Oui, il y a des très bons usages. Oui, on peut faire de grandes choses et faire avancer des causes avec. Maintenant, très concrètement, moi, au quotidien, au boulot, si on n'a pas besoin de sortir le bazooka pour aboutir à un résultat dans des délais raisonnables qui correspondent et qui ne nous font pas perdre notre marché aussi, évidemment. Si c'est les concurrents qui le chopent et qu'eux ont utilisé le bazooka, voire l'arme nucléaire, ben, mine de rien, on n'aura pas d'impact. Mais si c'est suffisamment raisonnable, ce qu'on appelle le calcul d'impact, ben, à ce moment-là, je dirais à mon client, je n'utilise pas d'IA. Oui, t'as envie, c'est sexy, tout le monde en parle, tu le veux, parce que tout le monde a mis les petites étoiles partout, d'ailleurs, maintenant, mais on ne l'utilisera pas. Pour telle et telle raison. Parce que maintenant, j'ai un outil pour calculer. Et j'ai des sachants qui se sont posé la question. Ça répond à peu près. Ouais. On peut demander à Inia si tu veux. Peut-être ça fait une meilleure réponse que moi. J'ai écrit une question sur si projet et un projet, ça ressemble à toi pendant une saison. C'est-à-dire, est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que c'est standardisé un peu ou ça va aller bon? La collègue. Du coup, sur les outils, pour commencer, ça dépend de l'existant, puisque effectivement, on va rapatrier aussi une partie de la connaissance et surtout des usages. Il faut pas... si t'as un outil qui est pas parfait, mais que les usages sont appliqués, il faut garder ça, parce que dans une asso, le dynamisme et la manière dont travaillent les équipes, c'est hyper important pour la culture et pour que l'outil perdure après. Donc ça, c'est un premier truc de gestion de projet un peu basique, mais donc on fait attention à ça. Et oui, il y a un chef de projet de l'association, un chef de projet côté Data for Good, qui travaille en binôme et qui anime la communauté. Et après, c'est soit des personnes qui restent tout le long des 3 mois, voire après, soit des personnes qui viennent un peu selon les compétences, selon les moments. À la fin de chaque saison, il y a un démo day. Le démo day, c'est vraiment le moment où on va présenter les résultats de ces 3 mois de collaboration et de travail. Et tu disais les personnes, la gestion de projet, les outils. Ouais, voilà. Pour préciser un petit peu, par exemple, j'imagine que oui, Typehug, je disais qu'il y avait des gens qui s'impliquaient quelques heures peut-être dans le modèle, nous d'autres qui continuent. Comment au bon jour Comment ça se gère? Alors, c'est vraiment un sujet et un enjeu d'animation pour les différentes équipes. Ça fonctionne aussi plus ou moins bien en fonction des humains qui sont présents. Ça reste, malgré les bonnes intentions, ça reste quand même juste des humains qui bossent ensemble, avec des technologies qui bug elles aussi parfois. Donc, après, Git fonctionne très bien pour pour travailler à plusieurs. Donc, on a la chance... Enfin, souvent, les projets sont liés à ça, donc ont ces besoins-là. Donc, il y a peu de bugs, en tout cas. J'ai jamais entendu un projet qui était bloqué parce que la technologie choisie avait été mauvaise et donc ils ont dû revenir en arrière ou changer l'équipe ou voilà. Mais après, concrètement, ça va dépendre des spécialités de chacun aussi. Généralement, tu as une équipe qui tourne autour de entre 10 et jusqu'à 20 bénévoles là, sur certains projets. 25, mais tu vas aussi avoir des personnes qui vont se dire bah, moi j'ai envie de faire un peu de com, moi j'ai envie de faire des conférences, moi voilà. Donc des spécialistes qui vont être plusieurs à collaborer au même moment sur les mêmes outils, il y en a peut-être 5 à 10, plus le pôle tech qui peut venir en support. Donc c'est assez fluide en fait. Ça reste des petites équipes. Je sais que certains s'organisent en sprint, d'autres appliquent les méthodes en fait qui leur sont propres. Ça, c'est proposé. Généralement, c'est choisi collectivement. Il y a des débats, il y a des voilà. Niveau gouvernance, ça se passe assez smooth en fait. C'est vrai que ceci dit, l'asso elle a 10 ans, mais elle s'est structurée de la manière dont je vous l'ai présenté ce soir assez récemment. Ça fait quelques années que, vu l'ampleur que ça a pris, il y a eu ce besoin même de se dire bah, et nous, quels outils on a, et donc comment on fonctionne, comment on gouverne, comment voilà. Donc je pense que vous le sentez aussi un peu, le fait d'avoir ne serait-ce qu'une coprésidence, c'est déjà un aspect, voilà, il n'y a pas un visage qui est le seul porteur et la seule personne légitime pour.
Théo, en l'occurrence, a rejoint Théo Alves da Costa, qui est assez connu dans le milieu. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, il est très cool en plus. Eh bien, il a rejoint, pareil, après avoir été bénévole, et maintenant il est coprésident de l'asso. Donc ouais, même entre les spécialités, ça se passe très bien. Après, j'ai pas eu de retour dans l'autre sens en tout cas. Après, il y a des projets qui ont pu achoper, mais je pense pas que ce soit que pure tech ou que voilà. Il y a aussi un besoin. Nous, on a clarifié. Là, il y a un appel à projet. On sélectionne les projets. On veut s'assurer que parfois leur vision est claire, l'équipe chez eux est claire et qu'il y a obligatoirement quelqu'un chez eux. Parce que sinon, ça c'est une source d'achoppement. Si c'est un projet où ils se disent, on a déjà le cœur typiquement de faire les maraudes, etc., ou de faire du plaidoyer pour la lutte contre la surpêche. Après, s'il n'y a pas une personne qui est responsable et qui fait le lien, le projet se délite un peu et ne vit pas en fait. Il faut avoir l'expertise métier de l'autre côté. Yes. J'ai une question. Est-ce que vous participez à un jeu de projet qui c'est juste un projet? Je m'étais mis sur 3 au début. C'est difficile. Ça dépend de ton degré d'engagement en fait. Ça dépend aussi peut-être que tu as du temps en ce moment et que tu peux le faire. Ce qui est conseillé, c'est plutôt de se dire quel temps je peux allouer, sur quelle spécialité. Effectivement, si de manière transversale, tu as une spé, j'en sais rien, tu es très bon en React, et qu'il y a 3 projets qui ont besoin de React, mais de manière un peu sporadique ou tout le long du projet, pourquoi pas. Et à ce moment-là, même, j'aimerais te dire, va dans le pôle tech et sois un peu l'expert React du truc. Et après, ça dépend du temps que tu as. C'est quand même beaucoup d'asynchrone parce que certes il y a les antennes en local, il y a du monde à Paris, donc des fois certains se retrouvent pour bosser ensemble, mais c'est énormément d'asynchrone, ça reste du bénévolat, donc c'est du temps le soir, les week-ends, en journée sur le taf, en scred. Ce lundi, c'est encore enregistré. Et du coup, ça dépend de ça en fait. Mais si tu as envie de faire 3 projets et que tu t'en sens les capacités, vas-y. C'est peut-être aussi, d'un point de vue exercice intellectuel, si tu dois appliquer tes compétences techniques dans les projets, mais que tu dois aussi considérer la diversité des thématiques qui vont être abordées dans les différents projets. Typiquement, si tu prends un projet dans chaque thématique, t'es peut-être un génie aussi, mais je sais que moi, mon cerveau aurait du mal à, voilà. Même en même temps, ça peut être intéressant parce que tu peux faire des analogies entre les différents projets et dire, telle chose a fonctionné là-bas. Est-ce que vous voulez battre mon temps sur le projet social aussi, ça a fonctionné sur l'écologie. Mais ça me paraît un peu chaud. Sur une saison, en 3 mois, je dirais commencer par un projet. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur plusieurs projets en témoignant votre intérêt au lancement de la saison. Et vous voyez en fait comment se constituent les équipes. Ça peut être aussi simplement de trouver un binôme ou un trinôme, j'en sais rien, avec lequel vous bossez super bien. Vous avez envie de vous dire on se retrouve à tel endroit, on le fait, où vous avez les mêmes dispos, les mêmes centres d'intérêt, peu importe. Et ça peut se jouer comme ça aussi. Mais généralement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un gros attrait au début. Et après, l'équipe cœur, elle se constitue. Au bout de 1 mois, en gros, toutes les personnes qui avaient trop en lu, mais où c'était pas réaliste, elles sont quasi plus là. Ce qui est pas un mal en soi. Vous ne vous sentez pas mal parce que finalement, vous n'avez pas pu vous investir comme vous auriez souhaité. C'est déjà top d'y aller et puis... Si je te me donnerais juste une petite remarque par rapport à ça, peut-être. Suivant, t'as donné les gens Sylvia. Il était à Carita et voilà, et par la suite, mec, il a conseillé des bêtises à l'envoyer l'outil. Parce que pendant des ans sur le, il va blanc sur l'IA générative. On a perdu 80% des gens qui s'étaient engagés à faire des choses. Deuxième projet jusqu'au 5e mois. Et du coup, ça a été extrêmement dur en participer. Mon Robin, qui était du Ventel de Lyon, qui était le chef de crevette. Ça, en tête, c'est que souvent, il n'y a pas qu'un ou une des votes
y a trop souvent beaucoup de gens qui perdent c'est le sujet là, à chercher et s'il est partant et il peint les Maliko, vous y croyez aussi. Et c'est pour ça, vous voyez, tout petit, et puis le patient, c'est pas un sprint, hein, quand on est là, sur moment. L'idée, c'est qu'on construise que petit, et si à Lyon, l'antenne, elle est un peu du mal à sortir, ouais. Vous voyez, petit, le façon, il est chef de projet pour plus de facilité, avoir beaucoup de personnes qui font toutes choses, et ben, ça, on vous aider sur une autre tâche où vous n'aviez pas dit, plutôt qu'on se retrouve pendant 2 mois avec personne qui travaille sur le projet et chef de projet du coup. Qui s'épuise. Je dirais que c'est un truc de vous avez cette énergie créatrice, ce qui est canon. Juste, il faut la focaliser et être en responsabilité de si vous vous êtes engagé à quelque chose, évidemment, les aléas de la vie, et ça, tout le monde le comprendra. Et encore une fois, si c'est bénévole, après, c'est un peu votre responsabilité. Et puis, je pense qu'au fond, dans ces milieux-là, on apprend à se connaître assez vite. Si vous voyez que sur un projet, déjà dans votre boîte ou à l'école, ou vous avez tendance à vous dire « je vais faire tout ça », moi, je peux être guilty, hein, clairement, envie de tout, après, compliqué à tenir. Et ouais, voilà, effectivement, un petit warning de responsabilité et d'équipe aussi, parce qu'effectivement, pas cool quand il y en a qui s'épuisent pour faire émerger ce que tout le monde a envie de faire émerger. Tu veux les penser? Si tu veux d'ailleurs ajouter des choses que j'aurais pas dites, ou les gens sont cool en plus. On prend des verres et autres, des tisanes aussi. C'est pas l'idée. Justement, il y a des phases pré-projet où on essaye de définir les besoins de chaque métier, pour éviter ce problème-là. Toi, la team Orga va t'adorer. Ça fait partie de la structuration de l'assaut, et maintenant, donc là, je vous ai juste montré le preview, puisque normalement c'est réservé au 25 janvier. Mais effectivement, pour chaque projet, il y a un cadrage sur la disponibilité de la donnée, le stack technique qui est déjà présent. Et tout ça, ça n'existait pas au début. Au début, c'était vraiment... venez. La certitude. Oui, les gens qui font que beaucoup de... Quand on sait... facile à graver l'ondelle si on sait à quel niveau elle se met. Ouais, après, ça reste du faire en marchant. Donc, c'est vrai que y a une estimation qui est faite. Il y a des professionnels qui sont déjà passés par là. Après, sur le moment, parfois, on revoit les ambitions un peu à la baisse sur le démodé, en se disant finalement, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu. Parfois, on va tellement vite parce qu'il y a eu un boost ou juste quelqu'un qui a trouvé un super truc et qui a réussi à le développer en rien de temps. Et donc, on a le temps de passer au reste du backlog du projet. Mais vous verrez lors de l'annonce de la saison, lors de l'annonce des projets et le détail des projets, chaque porteur de projet va appeler les compétences dont il a priori besoin. Donc le petit, je sais jamais comment ça s'appelle, les mots là qui sont plus ou moins gros selon leur occurrence. Un nuage de mots. Voilà. World Cloud, bref, un nuage de mots. En fait, ces compétences, c'est pas, il faut que de la carto pour tel projet, ou généralement c'est un mix, comme ce que je vous ai montré pour UOTax. Il fallait à la fois de la data vise, il fallait de la création de données, du scrapping de données, etc. Donc on sait. Et le projet, je pense, il est lu. Si. Le 25, c'est des projets où vous avez clairement si ce n'est un plan, au moins un chemin. De se dire, a priori, ça va être ça, et voilà l'objectif auquel on aimerait arriver. Donc oui. Et les compétences, et il y a quand même un niveau de seniorité qui est indiqué sur les compétences qui sont attendues. Merci. Je suis désolée. Je te laisse continuer. Alors, on va te prendre peut-être maximum 2 questions maintenant et puis après on va clôturer. Donc, je me laisse. Je ne vois pas de main, donc merci. Normalement, la majorité des projets, la faisabilité, elle a été... Normalement, écoutement, c'est faisable. Après, la question, c'est est-ce que vous êtes reliable sur la quête des collègues ou vous prenez la majorité des projets qui correspondent à vos
CDA. Non, Il y a les deux cas de figure. Il y a eu des projets qui étaient géniaux, mais qui étaient absolument pas pris, ou alors c'était pas du tout dans le cadre de Data for Good qu'ils pouvaient collaborer. Il y a eu des projets où en fait ils étaient trop petits et on les a dirigés vers d'autres acteurs du secteur qui sont en mesure de faire une mini version de ce que fait Data for Good, et d'autres qui au contraire en fait étaient trop gros et déjà trop prêts et qui n'avaient pas vraiment besoin. Donc ça sur la taille et le degré de préparation. Après il y a des projets qu'on refuse parce que ça correspond pas, même si intellectuellement et en termes d'impact on les trouve géniaux. Donc ça, et puis je disais la sélection. Et oui, est-ce qu'on sait que c'est faisable et qu'il y a un objectif? Oui. Ça c'est faisable techniquement. Après, il y a quand même des projets où il va y avoir des challenges. Typiquement, quand il y aura peu de recherche. Clairement, il y a la probabilité que l'un d'entre vous soit mis sur un sujet de recherche pendant les 3 mois. Ça va être de l'opérationnel. Encore une fois, augmenter l'accuracy de 0,3 ou 0,4, c'est pas le but. Là, c'est d'avoir quelque chose de concret, tangible à la fin, et de le continuer. La fin, c'est pas dans 3 mois, c'est jamais la fin. À moins qu'on ait réussi à sauver le monde à la fin de la saison 13, mais j'ai des petits doutes. Donc ouais, c'est faisable.